Un homme marche seul. Il a la tête baissée, les épaules voûtées, le regard perdu. Cet homme, c'est Jean Valjean, qui sort du bagne après 19 ans. 19 ans à tirer des chaînes, à perdre son nom, à n'être plus qu'un matricule. Le 24 601. Il n'a plus rien. Pas d'argent, pas de famille, pas même de toit. Alors il erre, rejeté partout où il frappe. On lui ferme les portes, on lui jette des pierres, comme si la marque du forçat était gravée sur son front. Et puis, une porte s'ouvre, celle d'un vieil évêque qu'on appelle Monseigneur Bienvenu. Pour la première fois depuis des années, on l'accueille, on lui parle comme on parle à un homme. On lui donne un repas chaud et un lit pour dormir. Mais la nuit, rongé par l'amertume et l'habitude de survivre, Jean Valjean vole. Il prend l'argenterie et s'enfuit. Mais il va pas loin. Il est rapidement arrêté par la gendarmerie qu'il soupçonne. Il est ramené devant l'évêque et il est persuadé que tout est fini, que c'est à nouveau le bagne qui l'attend, voire même pire. Mais voilà qu'une fois en face de l'évêque, l'impensable se passe. Au lieu de l'accuser, il dit aux policiers que l'argenterie et les chandeliers étaient des cadeaux. Jean Valjean est sauvé. Une fois seul, l'évêque lui tend les chandeliers en argent et prononce ces mots. « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. Je vous rachète à vos pensées noires et je vous donne à Dieu. » C'est ce geste, ce pardon qui change tout. Et c'est ici que commencent Les Misérables de Victor Hugo. Victor Hugo publie cette immense œuvre, Les Misérables, en 1862. Un roman au monde, un livre qui veut tout dire, tout montrer, tout embrasser. La misère et la grandeur, la pauvreté et la rédemption, les crimes et les sacrifices. Mais l'histoire du livre, c'est aussi l'histoire de son auteur. Hugo a commencé à l'écrire bien avant 1862. Il y réfléchissait déjà depuis près de 30 ans. Parfois il écrivait, parfois il mettait le manuscrit de côté. Et c'est l'exil, après son opposition à Napoléon III, qui lui redonne l'énergie et l'envie de le reprendre. Il vit alors loin de la France, isolé, mais c'est avec cette conviction que l'écriture peut être un acte politique. Les Misérables, c'est donc aussi ça, le roman d'un exilé qui regarde son pays de loin et qui veut lui tendre un miroir. Un miroir parfois cruel, mais toujours porté par une immense foi dans l'homme et dans la possibilité de justice. Et Hugo le dit lui-même dans son texte. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans certaines régions l'asphyxie sociale sera possible. En d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Un siècle et demi plus tard, Les Misérables nous parlent toujours. Parce que l'injustice, la pauvreté, la lutte pour la dignité n'ont pas disparu. Et c'est peut-être ce qui rend ce livre si impressionnant. C'est une fiction, mais c'est aussi un manifeste, une arme, une promesse. Alors aujourd'hui, dans Brume littéraire, on va parcourir ce monstre littéraire ensemble. Mais pas n'importe comment, on va suivre sa structure. 5 grandes parties, 5 livres en un. Fantine, Cosette, Marius, l'idylle de la rue Plumet, l'épopée de la rue Saint-Denis, et pour terminer, Jean Valjean. Chaque partie a son temps, ses personnages, ses éclats. On s'arrêtera sur les moments marquants, sur les thèmes qui résonnent encore aujourd'hui, et bien sûr sur ce qui fait de ce roman un chef-d'œuvre intemporel qu'il faut encore lire aujourd'hui. Mais avant de plonger dans la première partie qui s'appelle Fantine, il fallait vous montrer Jean Valjean, un homme brisé qui, en une nuit, entrevoit la possibilité de renaître. Et c'est ce fil-là, ce combat entre la chute et le salut, qui traversera tout le livre. Jean Valjean sort de prison après 19 ans de bagne, 5 ans pour avoir volé un morceau de pain et 14 ans supplémentaires pour ses 4 tentatives d'évasion. Quand il retrouve enfin la liberté, c'est plus qu'un homme brisé. Il a tout perdu, sa jeunesse, sa famille, son avenir. Et il porte à vie une marque qui l'empêche de redevenir un homme comme les autres. Son passeport jaune, celui des anciens forçats. Dès qu'il le tend, tout le monde recule. À l'auberge, on lui ferme la porte. Dans les villages, on le chasse comme un pestiféré. Et puis, il arrive à Digne. Un vieil homme l'accueille sans poser de questions. Vous le reconnaissez, cet homme, c'est celui dont on parlait en introduction. L'évêque Mireille qu'on appelle Monseigneur Bienvenu.
Arrive alors ce que vous savez déjà, le vol de l'argenterie, le geste salvateur de l'évêque et la liberté inespérée. Ce geste change tout. Jean Valjean sort abasourdi, mais à partir de là, une bataille s'ouvre en lui, entre l'ancien forçat et l'homme nouveau qu'il pourrait devenir. Et Hugo est très clair. Le livre entier des Misérables part de cette scène. C'est un roman sur la rédemption, mais une rédemption qui ne va jamais de soi. Jean Valjean trébuchera, chutera, doutera, mais cette rencontre avec l'évêque reste comme une lumière, un rappel. Et avant de passer à la suite, il y a encore une scène qu'on a tendance à oublier, mais qui me semble centrale. Un peu plus tard dans le roman, Valjean croise Petit Gervais, un enfant misérable qui gagne quelques sous dans la rue. Le garçon fait tomber une pièce et Jean Valjean, sans réfléchir, pose son pied dessus et la vole. Il va chercher l'enfant pour lui rendre son argent une fois qu'il réalise ce qu'il a fait, mais impossible. Valjean est officiellement récidiviste. C'est un instant court, presque anodin, et pourtant il est capital, parce qu'il montre que la bonté de l'évêque ne suffit pas, qu'on ne change pas quelqu'un d'un simple claquement de doigts. Il faut un choc intérieur. Et pour Valjean, ce choc, c'est de se savoir lui-même en voleur d'enfants. Ce geste le dégoûte, il en a honte. Et c'est là, dans cette scène qu'on oublie trop souvent, que naît sa véritable conversion. Victor Hugo nous dit quelque chose de fort. Un homme peut recevoir 1000 chances, 1000 pardons, mais tant qu'il n'a pas décidé lui-même de changer, rien ne tient. C'est en réalisant la profondeur de sa faute que Valjean s'arrache à son passé de forçat. Et c'est cette faille, cette lutte permanente entre la chute et la rédemption qui va nourrir tout le reste du roman. Avançons maintenant un peu plus dans notre histoire. On est quelques années plus tard, et Jean Valjean est désormais maire de Montreuil-sur-Mer. Il est respecté, admiré, presque intouchable. Mais voilà, son passé n'a pas disparu. Il plane comme une ombre, prête à ressurgir au moindre faux pas. C'est dans cette ville que vit Fantine, une ouvrière comme tant d'autres, jolie, naïve, amoureuse, trop vite. Un homme la séduit, puis l'abandonne. Elle se retrouve seule avec une enfant, Cosette. Alors elle confie sa petite fille à une auberge tenue par les Thénardier. Elle pense que, contre un peu d'argent, ils prendront soin d'elle. Mais en réalité, Cosette devient leur domestique, exploitée dès son plus jeune âge. Fantine, elle, reste à Montreuil. Elle travaille et elle envoie tout son argent pour sa fille. Jusqu'au jour où son secret éclate. Une femme seule avec un enfant illégitime, la société, ça, elle ne peut pas le pardonner. Elle est renvoyée de son travail. Commence alors la descente. Pour survivre, pour continuer à payer les Thénardier, elle vend ses cheveux d'abord, puis ses dents, puis son corps. Chaque sacrifice est une déchirure, mais tout ça, c'est pour sauver Cosette. Et c'est là que son destin croise celui de Valjean. Il la retrouve humiliée, ruinée, malade. Et alors qu'elle est sur son lit de mort, elle arrache à Valjean une promesse, prendre soin de Cosette. Et tandis que Fantine s'éteint, une autre silhouette s'impose dans l'ombre. Javert, policier rigide, inflexible, convaincu que la loi est la seule vérité. Pour lui, Valjean reste et restera un forçat. Il incarne la justice sans pitié, celle qui frappe toujours les plus pauvres. Commence alors une chasse qui ne prendra fin que dans les dernières pages du roman. Et Victor Hugo d'ailleurs ne veut pas qu'on s'y trompe. Fantine n'est pas seulement une tragédie individuelle, c'est le symbole de toutes celles et ceux que la misère broie. Il nous montre que la pauvreté n'est pas une fatalité, mais une construction sociale. Que l'injustice ne vient pas du ciel, mais des hommes. Et que face à cette injustice, une seule chose peut sauver, la compassion. Celle qui, chez Valjean, va devenir une force, celle qui lui donne un sens, une mission. Cosette. C'est un nom qui aujourd'hui évoque l'innocence, l'enfant malheureuse devenue symbole universel. Mais quand Hugo l'a fait entrer dans son roman, c'est une petite fille brisée. On est dans la deuxième des 5 parties du roman. Chez les Thénardier, dans une auberge crasseuse, elle n'est pas traitée comme une enfant, mais comme une servante. Battue, humiliée, envoyée dehors par les nuits glaciales pour chercher de l'eau dans la forêt. Cette scène, tout lecteur des Misérables la garde en mémoire. Cette silhouette frêle, un seau plus lourd qu'elle dans les mains, avançant seule dans l'obscurité. C'est l'un des moments où Hugo condense toute son idée du livre, montrer la misère nue, sans phare, ici, à travers un regard d'enfant. Et c'est là que Jean Valjean réapparaît. Il observe la scène, il voit cet enfant que l'on maltraite. Et d'un seul regard,
il comprend. C'est celle qu'il doit sauver. C'est presque une rédemption en acte. Lui qui avait reçu la miséricorde de l'évêque, lui qui avait failli tout perdre à nouveau, trouve enfin sa mission. Protéger Cosette coûte que coûte. Hugo nous dit bien que Valjean ne se rachète pas par des prières ou par des discours, mais par l'amour et la compassion. Et en cela, Cosette devient bien plus qu'un personnage secondaire. Elle est le moteur du roman, celle qui transforme Valjean définitivement. Évidemment, Thénardier n'est pas du genre à laisser partir une bonne affaire, comme il pourrait l'appeler. Il essaye de monnayer l'enfant, de soutirer le plus possible d'argent à Valjean. Mais rien n'arrête l'ancien forçat qui emporte Cosette loin de cette auberge sordide. À partir de là, Cosette devient une enfant protégée, aimée et élevée avec soin. On passe de l'esclave au foyer. Et cette transformation est peut-être l'une des plus belles images du roman. Une enfance sauvée, un avenir rendu possible. Mais attention, dans l'ombre, Javert n'a pas disparu. À chaque page, on sent qu'il rôde. Lui, l'agent de la loi, continue à traquer Valjean. Il n'a pas oublié son passé et il est convaincu qu'un ancien forçat ne peut jamais changer. Tôt ou tard, il reviendra dans l'histoire. Mais l'une des grandes scènes de la fin de cette seconde partie est le sauvetage miraculeux de Valjean. Alors que Javert était sur le point de l'arrêter, notre héros trouve refuge à la dernière seconde dans un couvent. Des passages marquants dans Les Misérables, il y en a des dizaines. Impossible donc de tous les présenter. Mais ici, c'est intéressant de mettre en parallèle les deux personnages, Valjean et Javert. Deux visions du monde mises en parallèle. D'un côté, celui de Valjean, il y a Cosette, enfant innocente, sauvée par un geste de compassion. Une preuve que la misère n'est pas une fatalité. Il suffit qu'un être décide d'agir pour que tout change. Hugo nous dit ici que la rédemption passe par l'amour, par la main tendue. De l'autre côté, il y a Javert, toujours dans l'ombre. Pour lui, la loi, c'est la loi. Et Jean Valjean reste un criminel à vie. Pas de pardon, pas de seconde chance. Et c'est ça qui rend leur confrontation si forte tout au long du roman. Deux visions irréconciliables. La grâce, la rigueur, la compassion et la loi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Hugo nous place délibérément du côté de Valjean. Il nous laisse pas neutres. On a de l'aversion pour les Thénardier, figure de cruauté et de bassesse humaine. Et face à Javert, qui pourtant fait son travail, on ressent de l'hostilité. Parce qu'il incarne cette justice implacable, sans nuance, qui refuse de voir l'homme derrière le criminel. C'est tout l'art de Victor Hugo. Il nous demande pas seulement de suivre une histoire, il nous force à prendre parti, à ressentir dans nos tripes où se situe, selon lui, la véritable humanité. Et la question résonne encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait vraiment évoluer une société ? Est-ce que c'est la règle ou est-ce que c'est la bonté ? Dix ans ont passé. La troisième partie du roman débute. Hugo ouvre un nouveau chapitre avec un nouveau personnage central, Marius. Ce jeune homme, c'est l'incarnation de la jeunesse romantique et tourmentée. Élevé par son grand-père, bourgeois autoritaire et monarchiste convaincu, il découvre sur le tard la vérité sur son père. Un officier napoléonien, mort en héros, fidèle à l'Empire. Ce secret, une fois révélé, brise tout. Entre Marius et son grand-père, c'est la rupture. Il quitte la maison familiale et choisit une autre voie. Et cette voie, c'est celle de la jeunesse insurgée. Marius rejoint les Amis de l'ABC, un groupe d'étudiants passionnés de justice et de liberté. Des figures flamboyantes qui discutent politique jusque tard dans la nuit et rêvent d'un soulèvement. On entend déjà battre dans leurs discours le tambour des barricades de 1832. Mais à côté de ces idéaux, une autre passion dévore Marius. Un jour, dans le jardin du Luxembourg, il croise une jeune fille, Cosette. Elle n'est plus l'enfant maltraité par les Thénardier, mais une jeune femme rayonnante, protégée par Valjean. Leur rencontre est brève, leur regard à peine échangé. Mais pour Marius, c'est un éblouissement. Et dès lors, tout son univers bascule. Entre l'amour et la politique, Marius est partagé, incapable de renoncer ni à l'un ni à l'autre. Et alors qu'on arrive à la fin de cette troisième partie, une autre scène marquante. Dans sa petite chambre glaciale, Marius vit désormais dans la pauvreté. Il a quitté le confort bourgeois de son grand-père pour suivre ses convictions. Mais surtout, il ne pense plus qu'à une chose, Cosette, cette jeune fille entrevue dans les jardins du Luxembourg. Et pourtant, c'est un tout autre destin qui s'apprête à frapper à sa porte. Ses voisins, les Jondrette, une famille minable, faussement misérable, dirigée par un homme inquiétant, intriguent Marius. Il les observe d'abord par curiosité, puis par méfiance.
jusqu'au jour où il découvre par hasard qu'un piège est tendu. Un certain monsieur Leblanc, un homme riche et bienveillant, a promis de venir en aide à cette famille. Mais Marius comprend vite que cette visite est un guet-apens. Et ce monsieur Leblanc, il le reconnaît. C'est l'homme qu'il a déjà vu avec Cosette. Marius hésite. Il veut agir, prévenir la police, mais avant de bouger, il entend un nom. Thénardier. Le sang se fige dans ses veines. Ce misérable, chef du piège, n'est autre que l'homme qui a sauvé son propre père à Waterloo. Et ce monsieur Leblanc, qu'il voulait protéger, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est Jean Valjean. Tout s'enchaîne alors très vite. Les complices des Thénardier, des bandits redoutés, surgissent. Marius n'a plus le choix. Il envoie discrètement un message qui parvient à Javert pour qu'il intervienne. Pendant ce temps, Valjean fait face. Seul, entouré de 7 hommes armés. Il reste debout, calme. Même dans le danger, il impose le respect. Puis d'un coup, la porte vole en éclats. Javert surgit avec ses hommes, mais quand la poussière retombe, la victime a disparu. Valjean s'est évaporé une fois de plus. C'est ici que tout se noue. L'amour, la politique, la justice, la bassesse et la grandeur humaine. Tout est prêt pour l'explosion de la prochaine partie, l'idylle et la barricade. Après tant de détours, les destins se rejoignent enfin. Cosette et Marius, séparés, perdus l'un pour l'autre, finissent par se retrouver. Rue Plumet, dans un jardin où Jean Valjean s'est réfugié avec elle, l'idylle est clos. C'est l'amour dans sa forme la plus pure, presque irréelle. Et pour un temps, l'histoire semble suspendue. Deux jeunes âmes se découvrent, se parlent, se frôlent, comme si le reste du monde n'existait pas. Mais le monde, lui, continue de gronder. Nous sommes en 1832. La ville est traversée par la colère. Une épidémie de choléra, la misère, la faim et la mort du général Lamarque, figure populaire qui met le feu aux poudres. Paris s'embrase et les amis de l'ABC, les compagnons de Marius, décident d'agir. Les barricades s'élèvent, rue Saint-Denis. Du pavé, des planches, des tonneaux, tout devient arme, tout devient rempart. Et au milieu de ce chaos, un enfant surgit, Gavroche, un gamin des rues, insolent, lumineux. C'est ce petit être qui riait de tout parce qu'il ne savait pas pleurer. Sur la barricade, il chante, il se moque, il défie les balles. Mais voilà, quand il tombe, criblé de coups, c'est tout un symbole qui s'effondre. L'innocence sacrifiée sur l'autel de l'injustice. La bataille fait rage. Les jeunes idéalistes, beaux de courage mais condamnés d'avance, tombent les uns après les autres. Et au milieu de ce carnage, une silhouette inattendue surgit. Jean Valjean. Il n'est pas là pour la gloire ni pour la politique. Il est là pour sauver Marius. L'amour presque paternel le pousse à traverser le champ de mort, à porter sur ses épaules le poids d'un avenir qui ne veut pas voir s'éteindre. Et pendant ce temps, un autre drame se joue. Javert, infiltré, a été découvert et capturé par les insurgés. Les révolutionnaires l'attachent, prêts à le fusiller. Mais Valjean demande qu'on lui confie l'exécution. Et là, au lieu de tirer, il tranche les cordes et lui rend la liberté. Un geste incompréhensible, presque insensé. Épargner celui qu'il poursuit depuis toujours, c'est l'une des scènes les plus puissantes du roman, car elle renverse tout. Le criminel se montre miséricordieux, et l'agent de la loi découvre la faille de sa propre logique. La révolution de 1832 se termine dans un bain de sang. Les fusils se taisent, les barricades s'écroulent, et les corps des jeunes insurgés jonchent les pavés. Tout a été perdu. Mais alors, pourquoi Hugo nous raconte-t-il ça ? Pourquoi choisir une révolution qui échoue quand il aurait pu inventer une victoire éclatante ? Parce que ce qui intéresse Hugo, c'est pas le résultat. C'est plutôt la grandeur de l'effort, même voué à l'échec. Il veut montrer que l'héroïsme ne se mesure pas à la victoire, mais à la conviction avec laquelle on se bat pour une cause. En racontant une révolution manquée, Hugo écrit un hommage aux jeunes sacrifiés, aux Gavroche, à toutes celles et ceux qui ont cru qu'ils pouvaient changer le monde et qui sont morts en essayant. Et derrière ça, il y a une autre idée. Les révolutions, les émeutes, même quand elles échouent, laissent une trace. Elles sont comme un courant souterrain qui prépare l'avenir. La barricade de 1832 est un prélude à 1848, puis à la Commune. Pour Hugo, rien n'est jamais perdu. Chaque défaite prépare une victoire future. Et c'est aussi là toute la force des Misérables. Ce roman ne se contente pas de nous raconter une histoire d'amour ou une aventure. Il nous rappelle que dans l'histoire, les défaites peuvent avoir autant de valeur que les victoires, qu'elles forgent une mémoire collective.
qu'elle pose une question qui résonne encore aujourd'hui. Est-ce que la grandeur d'un combat réside dans son succès ou dans le fait d'avoir osé le mener ? Les fusils se sont tus, les pavés sont retombés dans le silence, la révolution est morte. Mais pas l'histoire. Au milieu des cadavres, il reste un survivant, Marius, blessé, inconscient, mais vivant. Et c'est Jean Valjean qui, dans l'ombre, le prend sur ses épaules. Là où les jeunes ont perdu leur vie, lui continue le combat autrement. Pas avec des armes, mais avec l'amour et la fidélité. Parce que sauver Marius, c'est sauver Cosette. C'est protéger le seul bonheur qui lui reste. Et pour accomplir ce sauvetage, Valjean doit descendre dans le ventre de Paris, les égouts. Un lieu immonde, pestilentiel, mais qui devient, sous la plume de Hugo, un passage quasi biblique. Une descente aux enfers pour ramener un homme à la vie. Chaque pas est une épreuve, chaque détour pourrait être le dernier. Mais Valjean avance, obstiné, portant Marius comme une croix. Et quand il ressort enfin à la lumière, une silhouette les attend. Javert. Toujours lui. Toujours la loi. Mais cette fois, tout bascule. Valjean lui remet Marius et demande une seule chose, le temps de le sauver. Et Javert, contre toute logique et toute attente, accepte. Il le laisse partir. C'est un choc immense, parce que Javert, l'homme de la règle absolue, ne peut pas survivre à ce moment de grâce. Lui, qui croyait au monde en noir et blanc, se retrouve face à une vérité qu'il ne peut pas admettre. Un ancien forçat capable d'un geste héroïque. Et alors, incapable de concilier devoir et humanité, il choisit le néant. Il disparaît, englouti par la nuit de Paris. La vie pourtant reprend. Marius se réveille et épouse Cosette. L'amour triomphe, enfin, en apparence. Mais Jean Valjean s'efface. À mesure que Cosette s'épanouit dans sa nouvelle vie, lui s'éteint, persuadé qu'il n'a plus sa place. Encouragé par Marius, qui le croit encore criminel, il s'éloigne doucement. Il faudra que Thénardier, dans une ultime tentative de chantage, révèle la vérité. Valjean n'est pas un meurtrier, mais le sauveur de Marius. Alors, trop tard malheureusement, Marius comprend. Dans les toutes dernières pages du roman, Cosette et Marius assistent aux derniers instants de Valjean. Un vieil homme apaisé qui meurt entouré de ceux qu'il a aimés, après une vie d'épreuve, de lutte et de rédemption. Les derniers mots du livre résument parfaitement ce qu'on vient de vivre. Aimer ou avoir aimé, cela suffit. Ne demandez rien ensuite. On n'a pas d'autre perle à trouver dans les plis ténébreux de la vie. Aimer est un accomplissement. Fermez les yeux un instant. Vous entendez encore les pas lourds de Valjean dans les égouts. Vous voyez Gavroche chanter sur sa barricade. Vous ressentez la main tremblante de Cosette, enfant, serrée dans celle de son sauveur. Et c'est ça, Les Misérables. Un roman monstre qui déborde d'histoires, de personnages, de détours, mais qui, au fond, parle toujours de la même chose, la dignité humaine. Hugo nous raconte pas seulement des destins individuels. Il nous dit que la misère n'est pas une fatalité. Elle est une construction sociale, le fruit de choix politiques, de regards fermés, d'indifférences accumulées. Il nous dit que la justice, quand elle oublie la compassion, n'est plus qu'un carcan. Et il nous dit surtout que l'amour, sous toutes ses formes, l'amour maternel, paternel, fraternel, amoureux, est ce qui sauve, ce qui rachète et ce qui élève. Et c'est pour ça que ce roman, écrit il y a plus de 150 ans, continue de nous parler. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des Cosettes qu'on oublie, des Gavroches qui dorment dehors, des Fantines brisées par l'injustice sociale. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des Valjean qui cherchent une seconde chance et des Javert qui ne savent pas concilier loi et humanité. Les Misérables, c'est pas une fresque poussiéreuse, c'est un miroir tendu à notre monde. Et à travers lui, Hugo nous pose une question directe. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Jean Valjean ? Et face aux injustices d'aujourd'hui, que faisons-nous ? Victor Hugo conclut son roman par une phrase qui sonne comme une vérité universelle. Aimer ou avoir aimé suffit. Le livre est tel qu'un seul épisode de Brume littéraire ne suffit pas pour tout en dire. Alors j'espère qu'à travers cet épisode, vous avez pu découvrir ou redécouvrir cette grande œuvre, que peut-être vous avez maintenant envie de la lire, ou en tout cas que cet épisode vous a touché. Si vous aimez voyager dans les grandes histoires avec moi, aidez Brume littéraire à continuer.
Laissez un avis, un commentaire ou 5 étoiles sur votre application. C'est ce qui me permet de faire découvrir ces récits à d'autres et de leur donner à eux aussi envie d'ouvrir un livre. Parce qu'au fond, Hugo avait raison. Il n'y a pas d'homme grand ou petit, pas de destin condamné d'avance. Il n'y a que des vies traversées par l'amour, par la douleur, par l'espérance. Et tant qu'on continue à tendre la main, tant qu'on choisit la compassion plutôt que l'indifférence, alors l'humanité, elle, ne sera jamais vaincue.